donc du coup, nous allons commencer la soirée. Bonjour à tous, donc je vous remercie pour votre présence à cette nouvelle Université du Soir. Donc une fois de plus, nous avons souhaité remettre le sujet de la PAC à l'ordre du jour. Donc en effet, la réforme pour 2023 se met en place en ce moment. Et dans le même temps, donc, la guerre en Ukraine est venue perturber le déroulement de cette mise en place. Nous avons également constaté que dans les exploitations, il y avait de nombreuses questions et que les réponses apportées n'étaient pas toujours correctes, chacun y allant de sa propre interprétation. C'est pour toutes ces raisons donc, que nous avons décidé d'appeler cette soirée PAC 2023, démêler le vrai du faux. Donc ce soir, nous allons débuter par un rappel des principales règles du plan stratégique national, donc le PSN, et faire un approfondissement des BCAE et de l'éco-régime. En deuxième partie, nous avons proposé, avec les messages d'annonce de la soirée, de déposer vos questions sur un formulaire que Maud a repris. Et nous en avons reçu donc, un certain nombre et avons également pris en compte donc, les questions que Maud et Karine ont pu avoir depuis quelques temps. Donc, dans cette deuxième partie, Maud et Karine, donc, avec l'appui du président, vont s'attacher à apporter des réponses. Enfin, donc, la troisième phase de notre soirée sera de répondre à vos questions directement. Donc aussi, si vous avez des questions qui viennent lors des deux premières phases, merci d'attendre donc, la dernière phase où on fera un récap de toutes vos questions. On ne sait jamais s'il y a des questions qui ont déjà été débattues auparavant dans la deuxième partie. Donc voilà, je vous demanderai tous de bien attendre d'avoir le micro avec vous pour formuler vos questions de manière à ce que tout le monde puisse entendre. Bien, donc je vous propose de commencer. Je donne la parole à Karine Hardy et Maud Evrard, donc conseillère d'entreprise de la Chambre d'agriculture. Maud, je te laisse commencer. Ok, ça marche, merci. Du coup, on voulait vous rappeler vraiment les points essentiels par rapport à ce plan stratégique national. Du coup, c'est une bonne liasse de documents, donc on essaye aussi de mettre du pratico-pratique dans tout ça. Donc cette nouvelle PAC s'appliquera bien du coup au 1er janvier 2023. Les éléments qui sont présentés tout au long de cette Université du Soir donc, sont issus du plan stratégique national qui a été validé en fait, le 31 août 2022. Et également, on s'appuie d'une foire aux questions qui a été mise en place par le ministère. Donc, ce plan stratégique national représente plus de 9 milliards d'euros par an de crédits européens et nationaux au travers de 120 interventions du premier et second pilier. Donc ça fait partie des 3 ambitions qui ont été définies, une ambition économique, environnementale et sociale. Donc au niveau des généralités, donc parmi les points essentiels, donc l'agriculteur actif, la définition. Soit l'exploitant n'a pas atteint l'âge légal de la retraite, actuellement 67 ans, ou alors s'il a atteint l'âge légal de la retraite, il ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite. Et dans tous les cas, il faut être assuré au niveau de l'ATEXA. Donc c'est ça la nouvelle définition d'agriculteur actif. Pour les jeunes agriculteurs, la définition reste inchangée. L'aide complémentaire est versée si l'exploitation dispose d'un paiement au titre de l'aide de base. On souhaitait aussi vous présenter quelques définitions importantes en fait, sur cette nouvelle PAC. Donc la notion d'activité d'entretien sur les parcelles, donc ça c'est un point qui est assez nouveau. Elle est vérifiée par la détection ou la preuve d'une intervention annuelle sur la parcelle. Ça veut dire qu'ils feront des images satellitaires, ça vous en avez déjà entendu parler. Ils pourront vous demander aussi vos itinéraires techniques. Donc attention pour les parcelles en jachère et en prairie permanente. Donc c'est une absence d'enfrichement. Donc faites attention, en jachère, prairie permanente, des fois elles ont tendance aussi à se laisser envahir. Donc passer un coup de broyeur pour qu'elle soit propre. La période de référence également a changé. La culture à déclarer est celle présente pendant 7 mois, au minimum du 1er janvier au 31 juillet. Donc la présence de l'ancienne PAC, c'était du 15 juin au 15 septembre. Donc voilà, ça a changé. Et puis aussi la notion de surface admissible. Donc ça, c'est une avancée pour ceux surtout qui font de la production de semences. Puisqu'il y avait des espaces qui étaient nus à l'intérieur des parcelles. Donc ces espaces nus devaient être déclarés en surface temporairement non exploitée, donc qui n'activaient pas de DPB. Et là, maintenant, on pourra les déclarer dans la culture présente, en fait. Donc ces espaces nus donc, sont destinés à la circulation normale et habituelle des engins agricoles, donc qui seront du coup admissibles pour cette nouvelle PAC.
Donc au niveau des bonnes conditions agricoles et environnementales, actuellement, il y a 8 bonnes conditions agricoles et environnementales. 4 vont être reconduites. Il va y en avoir 5 nouvelles, dont 4 issues de l'ancien paiement vert. Donc on va retrouver la BCE 1, le maintien des prairies permanentes. C'est-à-dire, tous les ans, on va regarder au mois de novembre les surfaces qui ont été déclarées en prairies permanentes à l'échelle régionale et on va comparer par rapport à la référence de 2018. Si le ratio s'est dégradé de plus de 5%, il n'y aura plus le droit de retourner les prairies permanentes. Si le ratio s'est dégradé de plus de 2%, c'est un système d'autorisation qui sera mis en place comme on le connaît déjà dans certaines régions. La deuxième BCAE, protection des zones humides et des tourbières, donc elle s'appliquera à partir de 2024 et une cartographie va être mise en place pour pouvoir identifier ces zones. La BCAE 3, on connaît déjà, c'est l'interdiction de brûler les chaumes. La BCAE 4, création de bandes tampons le long des cours d'eau, donc on va y revenir tout à l'heure dans le question-réponse au niveau des définitions de ce que l'on entend par cours d'eau. La BCAE 5, gestion du sol, du travail du sol, réduisant le risque de dégradation et d'érosion du sol en tenant compte de la déclivité. Donc cela va concerner toutes les parcelles qui sont sur des pentes supérieures à 10%. Pour retrouver ces parcelles concernées, vous pouvez aller sur le site Géoportail, il y a une cartographie qui les identifie. Et dans ce cas-là, ce sera soit une interdiction de labour du 1er décembre au 15 février, sauf si le travail du sol se fait de manière perpendiculaire à la pente, ou s'il y a une bande enherbée de 5 mètres qui a été implantée en bas de pente. La BCAE 6, couverture minimum des sols pendant les périodes sensibles. Chez nous, ça revient à la directive nitrate, donc elle s'appliquera de fait. BCAE 7, rotation des terres arables hors culture se développant sous l'eau. Donc, elle s'appliquera de manière partielle cette année, tout comme la nouvelle BCAE 8, les parts minimales de la superficie agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs, ainsi que le maintien des éléments du paysage et l'interdiction de coupe des haies et des arbres pendant les saisons de nidification. Et enfin, la dernière BCAE 9, c'est l'interdiction de la conversion et du labour des prairies permanentes désignées comme sensibles en zone Natura 2000. Donc on va essentiellement retrouver ces prairies dans la ZPS Beauce et Vallée de Laconie et sur le secteur de la Loupe. Donc là, sur Télépac, en activant la coche prairies sensibles, vous pouvez identifier les prairies qui sont concernées par cette interdiction de labour. On va faire un point un peu plus détaillé sur la BCAE 7, puis après la BCAE 8. Donc la BCAE 7, donc rotation des terres arables. Donc il y a 2 critères, un critère annuel et un critère pluriannuel. Le critère annuel ne sera pas applicable pour 2023. Donc ce critère annuel, il faut au moins que sur 35% des terres arables cultivées, vous ayez la culture principale qui doit être différente de la culture principale précédente. Donc sur au moins 35%. Donc généralement sur votre rotation, ça passe. Après, vous avez une deuxième option, c'est que la culture principale doit être suivie d'une culture secondaire. Donc cette culture secondaire-là, elle devra être présente entre le 15 novembre et le 15 février. Donc elle sera à déclarer dans votre déclaration PAC, sachant que cette culture secondaire ne pourra pas devenir culture principale l'année suivante, bien évidemment. Donc voilà sur ce critère annuel qui est à l'échelle de l'exploitation, qui ne sera pas applicable pour 2023. Après, on part sur un critère pluriannuel. Donc ce critère pluriannuel, c'est à compter de 2025. Sur chaque parcelle de terre arable cultivée, sur la campagne en cours et les 3 campagnes précédentes, donc on remontera jusqu'en 2022, vous devrez avoir au moins 2 cultures principales différentes sur votre parcelle. Donc ça veut dire que si vous faites du blé pendant 4 ans, ça ne marche pas. S'il faut que vous ayez au moins un blé 3 ans et un colza 1 année au moins. Ou sinon, vous avez l'autre option, du coup, de mettre en place une culture secondaire. Par contre, la culture secondaire doit être présente, du coup, tous les ans. Tous les ans, entre le 15 novembre et le 15 février. Ça va être le cas, par exemple, pour ceux qui font du maïs sur maïs. Du coup, il faudra implanter une culture secondaire entre le 15 novembre et le 15 février. Et toujours à déclarer dans votre déclaration PAC. Voilà. Ce que je veux préciser aussi, c'est de bien penser à prendre en compte la reprise des terres, en fait, l'historique. En fait, si vous reprenez des terres, l'historique de votre cédant sera aussi pris en compte. Donc, faites attention à cette rotation-là si vous reprenez des surfaces sur votre exploitation. Donc, la BCAE 8, donc part minimale de la superficie agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs.
Donc, deux possibilités, soit 4% d'éléments, donc on va prendre en compte les jachères, les haies, les bordures de champs, les bandes tampons, les bordures de forêt, ou 7% décomposés en 3% de surface improductive, toujours jachères et bordures, et soit 4% de cultures fixatrices d'azote sans produits phytosanitaires, ou des cultures de dérobés comme l'on connaît aujourd'hui. Donc pour une exploitation de 100 hectares, il va y avoir deux possibilités. Soit 4 hectares d'infrastructures agroécologiques, ou 3 hectares plus 4 hectares de fixatrices d'azote sans produits phytosanitaires, ou 3 hectares plus 13 hectares et demi d'interculture, parce que le coefficient reste inchangé. 1 hectare d'interculture vaut 0,3. Donc cette BCAE 8, cette partie-là, ne s'applique pas pour 2023. Lorsque l'on dit que la jachère ne s'applique pas pour 2023, sur cette partie-là, sur cette obligation d'avoir des éléments et des surfaces non productifs. Par contre, l'autre partie de la BCAE 8, qui est le maintien des éléments topographiques du paysage et l'interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification, va s'appliquer. Donc à partir de l'année prochaine, la date évolue, vous ne pourrez plus tailler les haies et les arbres du 16 mars au 15 août. Donc, deuxième partie sur l'éco-régime. Alors, l'éco-régime, on a 3 voies d'accès, 2 niveaux de paiement et un niveau complémentaire au niveau de un paiement supplémentaire pour l'agriculture biologique. Si l'on prend la voie infrastructure agroécologique, tout au bout, donc 2 moyens d'accès. Premier niveau, 54 € de l'hectare. Dans ce cas, il faut entre 7 et 10% d'infrastructures agroécologiques sur son exploitation, dont moins 4% sur ses terres arables. Si on veut accéder au niveau 2, 76 € de l'hectare, il faudra avoir au moins 10% de ces éléments, dont toujours au moins 4% sur son exploitation. Donc la voie infrastructure agroécologique permet notamment de valoriser tout ce qui est haies, bosquets et surface en jachère. Après, il y a la voie certification. Donc sur cette voie-là, il y a 3 niveaux de paiement. Donc un premier niveau de paiement qui est validé quand on a la certification environnementale de niveau 2+. Donc cette certification-là, on va y revenir dans le détail un peu plus tard. Après, il y a la certification environnementale niveau HVE, donc ça, je pense que vous connaissez un petit peu. C'est un référentiel du coup qui va être mis à jour et qui va bientôt être validé pour une mise en application au 1er janvier 2023. Donc avec des obligations de résultats, donc un calcul d'IFT, balance globale azotée, etc. Donc on fait un calcul de points en quelque sorte. Du coup, ce niveau HVE vous permet d'avoir 76 € de l'hectare, par exemple. Et après, il y a le niveau agriculture biologique qui vous permet d'avoir un accès à un niveau 3 de paiement, donc environ 106 € de l'hectare. Donc cette condition-là, il faut avoir 100% de l'exploitation en agriculture biologique ou en conversion. Et il faut avoir au moins, pour ceux qui sont en totalité, on va dire à 99% en conversion, il faut avoir au moins une parcelle en agriculture biologique qui ne bénéficie pas de l'aide conversion agriculture biologique. Voilà, c'est un peu compliqué. On y reviendra également dans la partie questions-réponses. Voilà. Dernière voie d'accès, la voie pratique agricole. Donc là, on va différencier les familles de cultures. On va avoir les cultures permanentes, les prairies permanentes et tout ce qui est surface en terre arable et diversification. Donc si l'on veut obtenir le paiement maximum dans un domaine et que l'on a ces 3 familles de cultures, on devra respecter les exigences des 3 familles de cultures. C'est-à-dire, on veut bénéficier des 76 € de l'hectare. Dans ce cas-là, il faudra avoir 5 points sur les surfaces en terre arable. Il ne faudra pas labourer plus de 10% de ces surfaces en prairie permanente et avoir un interrang en couverture végétale sur 95% de la surface. Si vous choisissez la voie d'accès pratique agricole ou certification, il est également possible de bénéficier d'un bonus haies si vous avez plus de 6% de haies sur vos terres arables et que vous êtes rentré dans une démarche de certification.
Du coup, on voulait vous rappeler également les points essentiels qui sont liés à l'écorégime. Donc, l'accès est conditionné à la détention d'un DPB ou d'une fraction de DPB. Ça veut dire que si vous n'avez pas de DPB, vous ne pouvez pas accéder à l'écorégime. L'écorégime, lui, par contre, il va être calculé par rapport à la surface admissible déclarée de la campagne, en fait. Donc, c'est un peu la différence de l'ancien principe où le paiement vert était versé par rapport au portefeuille DPB, en partie. Ce qu'on voulait vous préciser aussi, c'était sur les voies pratiques agricoles. Donc ça, c'est des données qui sont issues de la foire aux questions du ministère. La question d'orge de printemps, d'orge d'hiver, la variété, la date. Alors, concrètement, c'est la date de semis et non la variété qui sera prise en compte pour déterminer si la culture est une culture de printemps ou d'hiver, au titre de l'écorégime et de la BCAE 7. Pour l'instant, la date pivot, elle n'a pas été définie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le ministère veut qu'il y ait une distinction d'itinéraire technique entre une orge de printemps et une orge d'hiver. Voilà. Pour les pour les exploitations qui ont une catégorie de terre représentant moins de 5% de la surface admissible, les catégories de terre qu'on a vues tout à l'heure, tout de suite par Karine, surface en terre arable, surface en prairie permanente ou surface en culture permanente, du coup, l'exploitation ne sera pas obligée de respecter ces critères-là. Par exemple, une exploitation qui a 100 hectares, qui a 4 hectares de prairie permanente, elle ne sera pas obligée de respecter les 90% de non-labour pour avoir un niveau 2 sur son écorégime. Voilà, ça simplifie certaines règles. Non, je répète, sur une exploitation du coup de 100 hectares, si vous avez 4 hectares du coup de prairie permanente, vous n'êtes pas obligé de respecter le critère des 90% non labourés sur votre exploitation en fait. Ça sera juste le critère terre arable qui sera applicable avec le calcul de points. Voilà. Donc l'écorégime, voie pratique agricole. Donc comment avoir des points? En gros, c'est surtout ça la grosse question aujourd'hui. Donc les prairies temporaires et les jachères. 5% minimum de surface en terre arable me permettent d'avoir 2 points. Les fixatrices d'azote, donc on va retrouver tout ce qui est protéagineux, mais aussi tout ce qui est légumineuses fourragères dedans, plus haricots, pois chiches qui ont été rajoutés. Donc on va avoir 5%, si on a moins de 100 hectares de terre arable, 5% suffisent pour avoir les 2 points. Si on a plus de 100 hectares de terre arable, 5 hectares suffisent. Si on veut avoir les 3 points, là il faudra pousser à 10% de sa surface en terre arable pour obtenir les 3 points. Les céréales d'hiver, 10% de la surface en terre arable donne 1 point. Céréales de printemps, 10% de terre arable donne 1 point. Donc on peut panacher, ça peut être du maïs et de l'orge de printemps pour avoir ce point. Les plantes sarclées, betteraves, pommes de terre, 10% de la surface permettent d'avoir 1 point. Les oléagineux d'hiver, donc le colza, 7% de la surface permet d'avoir 1 point. Les oléagineux de printemps, on va surtout retrouver le tournesol, l'œillette, 5% permettent d'avoir 1 point. Ensuite, on a tout ce qui est assimilé aux autres cultures qui ne rentrent pas dans les cases précédentes. Donc on va retrouver les légumes, le lin notamment, les plantes aromatiques, le miscanthus, l'oignon. Entre 5 et 10% de surface en terre arable, 1 point. Au-delà de 10% jusqu'à 25%, 2 points. Une exploitation qui aurait une faible surface en terre arable, si elle a moins de 10 hectares, elle a déjà d'office 2 points. Il faudra qu'elle ait quand même 2 cultures différentes pour aller accéder au premier niveau de l'écorégime à 4 points. Et enfin, le bonus prairie permanente. Dès lors que vous avez plus de 10% de prairie permanente et là sur votre SAU, vous aurez le droit, vous bénéficierez d'un point. Alors la voie certification, du coup, c'est pas une question de calcul, c'est une certification. Donc je vous ai dit tout à l'heure, la certification environnementale niveau 2+, vous permet d'avoir un premier niveau de paiement sur l'écorégime, donc environ 54 € de l'hectare. Donc cette certification-là, elle est toute nouvelle. On avait une certification de niveau 2 au titre de la certification environnementale. Là, du coup, elle est apparue avec la mise en place de la nouvelle PAC et du plan stratégique national. Donc cette certification niveau 2+, demande 3 exigences. Donc la première, c'est déjà de valider un niveau 2 de la certification environnementale. Donc niveau 2, c'est obligation de moyens, traçabilité, enregistrement, etc. On vous demande en plus, du coup, deuxième exigence, c'est soit d'avoir 10 points sur l'une des 4 thématiques de HVE, donc biodiversité, phyto, ferti, irrigation. Ou après, vous pouvez prendre l'option du coup d'utiliser au minimum 2 outils d'aide à la décision pour la réduction des intrants, donc phyto, ferti. Et en plus, d'être engagé dans une démarche de recyclage des déchets, par exemple la Divalor.
Voilà, donc vous avez le choix entre ces deux options-là. Et après, troisième exigence, donc c'est un suivi systématique des obligations du référentiel HVE. Donc dans ce cadre-là, vous devez automatiquement évaluer votre exploitation par rapport au référentiel HVE. On ne vous oblige pas à des résultats, mais vous devez poser pour voir ce que ça donne sur votre exploitation. Merci pour vos interventions et vos explications. Donc je retiens de votre intervention donc, les éléments suivants donc, pour résumer. Donc cette année, il y a la mise en place donc, de dérogations donc, en partie sur une partie donc, des bonnes conditions agricoles et environnementales 7 et 8, la BCAO 7 et 8, donc sur certaines de ces parties. Mais qu'au niveau de l'éco-régime, donc au niveau du système de points des pratiques agricoles, pour cette partie-là, donc il n'y a aucune dérogation. Donc il faut vraiment faire les simulations sur vos exploitations pour voir où vous pouvez vous situer. Donc je vous propose maintenant que nous enchaînions directement sur les questions, parce qu'après on aura un large temps d'échange, mais Maud et Karine ont déjà recensé de nombreuses questions. Donc on va tout d'abord donner la parole à Karine pour la première question. Donc si je reprends des parcelles en fin d'année, comment se passe le transfert des DPB ? Donc les formulaires pour la campagne 2023 vont évoluer. Il est conseillé aux exploitants d'attendre l'apparition des nouveaux formulaires pour effectuer le transfert des DPB. Cependant, toutes les formalités concernant le transfert, les achats, les baux, peuvent être effectués dès maintenant, sachant que toutes les pièces justificatives doivent arriver en DDT avec les clauses de transfert à la date limite, donc qui sera le 15 mai 2023. Donc toute la partie formalité transfert de terre peut être commencée dès maintenant. Au niveau des DPB, on sait que les portefeuilles qui seront notifiés aux exploitants seront reconduits. Donc nous n'avons pas de certitude sur la valeur, mais au moins sur le nombre. Vous connaîtrez les portefeuilles des DPB des cédants lorsqu'ils vont être notifiés en fin d'année. Deuxième question, donc pour Maud. Si je produis des légumes secs, donc pois chiches, lentilles ou autres, sont-ils éligibles à une aide couplée ? Et oui, c'est tout nouveau. Donc auparavant, ces cultures-là n'étaient pas aidées. Donc là, l'exploitation pourra bénéficier de l'aide couplée aux protéagineux, donc pour un montant d'environ 104 € de l'hectare. Troisième question pour Karine. Donc j'ai implanté un mélange trèfle-raiggras à l'automne 2022, donc cet automne-là. Est-ce que je peux bénéficier de l'aide aux légumineuses fourragères ? Donc oui, donc c'est une nouveauté. Depuis quelques années, ces mélanges raiggras-trèfle n'étaient plus primés. Donc il pourra bénéficier de cette aide couplée uniquement la première année d'implantation et à condition d'être éleveur ou d'avoir un contrat avec un éleveur détenant plus de 5 UGB. Et le mélange devrait avoir au minimum un mélange avec au moins 50% de semences de légumineuses fourragères. Et là, dans ce cas, l'aide est estimée à environ 150 € de l'hectare. Merci Karine. Maud, est-ce que je devrais implanter des SIE l'année prochaine ? Alors, SIE, du coup, on parle on va dire familièrement de SIE comme culture dérobée SIE. Oui et non, en fait, c'est une réponse un peu partagée. Tout dépend de l'option qu'on va choisir. Alors déjà, je vais vous faire un petit rappel réglementaire entre SIPAN et culture dérobée SIE. SIPAN, c'est des cultures intermédiaires pièges à nitrate, donc du coup qui sont issues de la directive nitrate, qui doit être implantée sur au moins 80% de vos surfaces en interculture longue. Donc avec une présence obligatoire de 2 mois et une destruction plutôt le 1er novembre. Donc ça, c'est la règle des SIPAN. Après, on a les cultures dérobées SIE. Donc ça, c'était les cultures que vous implantiez entre le 20 août et le 14 octobre qui vous permettaient de valider les 5% des SIE de l'ancienne PAC. Donc ça, du coup, ils seront à mettre en place si vous choisissez de prendre l'option en fait, des 7% de la BCAE 8. Donc c'est-à-dire que si vous choisissez de faire 3% de surface improductive et les 4% de culture dérobée avec un coefficient de 0,3, donc là, vous devrez implanter effectivement ces cultures dérobées. Après, vous pouvez choisir de faire des fixatrices d'azote. Alors, attention, du coup, cette BCAE 8, elle n'est pas applicable, en tout cas pas sur ce point-là, pour 2023. On va passer à la question suivante. Donc, quelle culture pourrons-nous cultiver donc, sur les dérogations jachères en 2023 pour la BCAE 8, Maud ?
Eh bien, vous pourrez cultiver tout sauf du maïs et du soja. Voilà, ça c'est la règle qui a été mise dans la dérogation qu'on a reçue en communiqué par les ministères. Donc par contre, ces surfaces seront déclarées avec le code culture, le code de la culture présente sur la parcelle. Donc ça change un peu de l'année dernière où on implantait de l'orge, du blé, etc. Et on pouvait dire que c'était de la jachère avec une dérogation mise en culture. Là, on repart à zéro, on déclara vraiment la culture qui est présente sur la parcelle. Pourquoi ? Parce que derrière, ça pourra permettre de faire le calcul sur l'éco-régime, en fait, tout simplement. Donc, du coup, vous déclarez la culture qui est présente et vous aurez peut-être une petite coche à faire, dérogation Ukraine, qui sera mise en place dans le formulaire Télépac. Bon, voilà, la précision, on l'aura peut-être au fur et à mesure, c'est ce qui nous a été dit. En espérant que ce ne soit pas trop tard. Au niveau social, question pour Karine. Donc, j'embauche un salarié donc juste pour la récolte, par exemple avec un contrat TESA. Qu'est-ce qui change pour moi au titre de la conditionnalité ? Donc à partir de 2023, il y a une conditionnalité sociale qui va se mettre en place. Donc lors d'un contrôle droit du travail, en cas d'anomalie sur l'un des 3 domaines suivants, une pénalité pourrait être appliquée sur les ZPAC. Soit au niveau conditions d'emploi et de travail des travailleurs. Donc là, on est plus au niveau de la rédaction du contrat de travail. S'il y a une anomalie au niveau de conditions de sécurité et de santé des travailleurs, donc là, c'est tout ce qui est lié à la présence du document unique d'évaluation des risques et tous les contrôles obligatoires lorsque l'on est employeur de main-d'œuvre. Enfin, la dernière partie, c'est prescription minimale de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail. Donc, c'est la mise à disposition à votre salarié des EPI. Donc, en cas de contrôle avec une anomalie, le rapport de contrôle sera transmis à l'ASP et il pourra y avoir pénalité au niveau des ZPAC en cas d'anomalie. On va changer de sujet maintenant. Tout à l'heure, Karine, tu parlais des bandes tampons. Quel est le linéaire concerné par la mise en place d'une bande tampon ? Donc, c'est la BCAE 4. Alors, le linéaire, c'est pas grave, je vais répondre, c'est pas grave. Le linéaire concerné par la mise en place d'une bande tampon BCAE 4, du coup, c'est la carte des cours d'eau que vous avez disponible sur le site de la préfecture. Alors, pour vous aider, on vous a mis un petit flashcode directement dans le hall, donc pour prendre connaissance de cette carte-là. Et puis, il y a une nouveauté aussi, c'est les fossés collecteurs de drainage qui sont cartographiés comme possédant un écoulement permanent dans le cadre de la réglementation ZNT cours d'eau. Concrètement, on ne devrait pas avoir de nouveaux linéaires qui seront concernés par cette BCAE 4. Voilà. Merci Maude. Et concernant donc les modalités d'entretien d'une bande tampon. Donc le couvert végétal doit être entretenu et distinguable de la parcelle adjacente. Il peut être fauché, broyé ou pâturé. Un travail superficiel du sol peut être réalisé. Par contre, sont interdits l'enfrichement, l'apport d'intrants, donc ferti comme phyto, le labour et l'entreposage de matériel et le stockage de produits comme de la paille ou du fumier. Donc, autre question sur les jachères. Donc, quelles sont les largeurs minimales donc, pour les jachères, les bandes tampons, les bordures de champs, les bandes de forêt sans production ? Alors là-dessus, c'est vrai qu'on a souvent des questions sur savoir quelle est la surface minimum pour des jachères, la largeur, etc. Alors il n'y en a aucune en fait pour les jachères, du moment que graphiquement elles fassent au moins un arc en fait, tout simplement. C'est la règle de Télépac, sinon vous avez une petite alerte déclarative, informative pour vous dire vous avez une parcelle qui est en dessous d'un arc. Voilà, concrètement c'est ça, donc aucune largeur minimale pour les jachères. Par contre pour les bandes tampons, donc on est bien à 5 mètres en tout point, donc alors sur le terrain comme sur la carte en fait. Donc là il y a des conseils qu'on vous avait fait lors des précédentes déclarations PAC où il fallait dessiner un peu plus que 5 mètres pour être sûr de bien, si on fait la mesure à l'instruction, qu'on retrouve bien les 5 mètres minimum. C'est la même chose pour les bordures de champs. Et par contre, on parle de bandes de forêt sans production. Là, c'est 1 mètre, en fait. Donc, 1 mètre en herbé, hein, attention, parce que généralement, bordure de forêt, ça pousse un peu difficilement. Donc, on est bien sur 1 mètre en herbé. Et donc, les 5 mètres de la bande tampon en tout point, c'est un point important parce que depuis la mise en place des bandes tampons, 10 cm tous les ans, c'est vite grignoté. Et aujourd'hui, il y a des bandes tampons qui ne font plus que 4,50 m. D'où l'importance de bien rejeter un petit coup d'œil sur ces bandes tampons et vérifier qu'elles font bien 5 mètres de large.
Donc ensuite, on a encore une question sur les jachères. Donc, mes jachères sont de plus en plus sales. Ai-je le droit d'utiliser des produits phyto dessus? Donc oui, l'utilisation de produits phytosanitaires est autorisée en dehors des périodes de présence obligatoires qui sont du 1er mars au 31 août pour une jachère classique. C'est différent pour une jachère mellifère. Là, on est bien dans le cas d'une jachère classique. Donc aucune utilisation agricole 1er mars, 31 août. En dehors de cette période obligatoire, on peut utiliser des produits phyto. Il faut juste faire attention à l'homologation du produit quand même. Autre question, donc comment sont comptabilisées mes jachères mellifères dans la BCAE 8 et dans l'éco-régime? Alors, on vous a fait un petit rappel réglementaire quand même, parce que les jachères mellifères, ce n'est pas des jachères classiques. Donc là, on est sur des règles un peu différentes. Donc avec la présence d'au moins 5 espèces qui soient présentes dans la liste définie par le ministère. Si on a une 6e ou une 7e qui ne fait pas partie de la liste, bah, normalement, votre jachère, elle n'est pas mellifère. Donc bien faire attention à ça. Et du coup, on est sur des dates de présence du 15 avril au 15 octobre. Alors, on n'est pas sur un SMI au 14 avril. Hein. On est sur une présence d'un couvert au 15 avril. Du coup, on a deux calculs différents. Un calcul qui est lié à la BCAE 8. Donc, 1 hectare est égal à 1,5. Donc, les mêmes coefficients qu'on avait dans la précédente PAC sur le calcul des SIE. Et par contre, pour l'éco-régime, on est sur un calcul qui va être pareil que les jachères classiques, 1 pour 1. Une autre question. Donc, mes surfaces en MAEC couvert déclarées en donc, le code culture MLG, donc, qui est le mélange de légumineuses et de graminées fourragères, pour ceux qui ne savent pas, sont-elles prises en compte dans le calcul de la BCAE 8 et en tant que fixatrice d'azote dans l'éco-régime? Alors du coup, la réponse est non pour ces deux paramètres-là. Donc pour la BCAE 8, on est sur uniquement des jachères, des bordures et des éléments du paysage qui peuvent être pris en compte, donc sur les infrastructures agroécologiques. Et dans le cadre de l'éco-régime, ce code culture-là, en fait, sera assimilé à des prairies temporaires. Donc on sera dans la catégorie prairies temporaires et jachères. C'est-à-dire que pour avoir des points, il faudra avoir au minimum 5% pour avoir les 2 points. Donc ensuite, il y a une question qui vous revient souvent et régulièrement. Donc, est-ce qu'on est obligé de faire de la jachère sur une exploitation donc en blé, orge, colza? Karine. Donc, au titre de la BCAE 8, surface improductive, donc non pour 2023. Par contre, au titre de l'éco-régime, tout va dépendre de la voie d'accès qui va être choisie pour pouvoir aller chercher ces points. Donc, concrètement, toutes les exploitations ont en général leurs 2 points grâce à l'assolement blé, orge, colza. Comment on va aller chercher les points supplémentaires? Si je fais 5% de jachère ou de prairie temporaire, là, dans ce cas-là, je récupère les 2 points et je suis obligé de faire mes 5% de jachère. Autre moyen d'avoir accès aux points, 10% de céréales de printemps. 5 hectares ou 5% de fixatrice d'azote me permettent d'avoir 2 points. 5% d'oléagineux de printemps me permettent d'avoir 1 point. Donc là, dans ce cas-là, si je choisis la voie jachère pour obtenir mes 2 points, je suis obligé de la faire. Ah, c'est bon, pardon. Du coup, il y a également la voie certification, donc soit de choisir du coup de ne pas faire de jachère pour 2023 et d'opter pour de la certification environnementale, donc soit de niveau 2+, donc j'en ai parlé tout à l'heure, ou soit après, donc qui permet d'avoir les 54 € de l'hectare, soit après un niveau HVE, et là on atteint les 76 € de l'hectare. Voilà, c'est une autre stratégie possible. Donc ensuite, on arrive bientôt au bout des questions, mais il y en a quand même encore. Donc pour atteindre le niveau 2 de l'éco-régime, je choisis de faire 10% de jachère. Donc j'utilise la voie des IAE. Est-ce que mes jachères remises en culture sont comptabilisables? Donc non, elles ne sont pas comptabilisées au titre de l'éco-régime, puisque c'est la culture en place qui compte. De ce fait, vous devez implanter vos 10% de jachère pour atteindre le niveau 2 via la voie infrastructure agroécologique. Merci. Peut-on changer de voie et de niveau de paiement sur l'éco-régime d'une année sur l'autre? Est-ce qu'on peut passer d'un système à l'autre de calcul?
sans problème, ouais. Du coup, c'est ça l'intérêt aussi ou la complexité du système. Ça veut dire que, par exemple, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de ne pas faire de jachère et de passer par la voie certification, et bah, du coup, vous pouvez prendre l'option pour 2023 et puis pour 2024, prendre une autre option, donc passer par la voie pratique agricole, par exemple. Et du coup, naviguer aussi, faire le choix, une année, vous ne pouvez pas implanter de céréales de printemps, par exemple, donc vous allez arrêter aux 4 points, et puis l'année suivante, vous allez pouvoir faire des céréales de printemps et vous allez aller aux 5 points. Donc voilà, c'est vous qui choisissez la voie et suivant aussi les possibilités, on va dire, stratégiques de l'exploitation, vous pouvez changer comme ça d'une année sur l'autre. Autre question concernant plus la diversité des cultures. Donc, est-ce que je peux cumuler le tournesol et le lin oléagineux dans le calcul de l'éco-régime, donc par la voie pratique agricole? Karine, c'est pour toi. Donc non, ces deux cultures font partie de deux catégories distinctes, comme précédemment citées. Les oléagineux de printemps, donc le tournesol fait partie des oléagineux de printemps. Par contre, le lin rentre dans la culture, autre culture de terre arable. Donc vous ne pourrez pas cumuler tournesol et lin pour atteindre les 5%. Ce sera soit 5% de l'un, soit 5% de l'autre, mais en le cumulant, vous n'obtiendrez pas votre point. On va passer sur des questions plus sur les certifications. Donc, mon exploitation est HVE depuis avril 2022, donc avec l'ancien référentiel. Aurais-je le droit, donc, au niveau supérieur de l'éco-régime? Je pense que c'est pour toi. Oui, tout à fait. Du coup, oui, pour 2023, en fait. Par contre, pour 2024, votre exploitation devra bénéficier d'un nouvel audit sur le nouveau cahier des charges et d'une revalidation du coup du niveau 1, puisqu'on sera sur de nouvelles conditionnalités. Du coup, faites en quelque sorte, il y a une dérogation en fait pour que l'ancien cahier des charges soit applicable pour la PAC 2023. Et toujours sur le référentiel donc HVE, donc, je dois réaliser mon audit HVE donc, le 15 octobre. Aurais-je accès au niveau supérieur de l'éco-régime? Alors là, du coup, en fait, pour vous expliquer un peu l'histoire, il y a eu une consultation publique sur le nouveau référentiel au mois de juillet. Donc, suite à cette consultation publique, il y a eu un report d'application du nouveau référentiel HVE, donc au 1er janvier. Sauf qu'au titre de la PAC, dans le PSN, c'était marqué que c'était applicable à partir du 1er octobre. Ça veut dire qu'entre le 1er octobre et le 31 décembre, ceux qui veulent passer HVE le feront sur l'ancien référentiel, mais par contre ne pourront pas accéder au niveau HVE, pourront pas valoriser leur niveau HVE au titre de l'éco-régime. Donc bien faire attention à ça. Merci pour ces précisions. Au niveau de la certification biologique, donc si par exemple je suis en agriculture biologique depuis 1 an, donc sur l'ensemble de ma surface, que je demande donc l'aide à la conversion en agriculture biologique, dans la limite du plafond régional, est-ce que j'ai accès au niveau 3 de l'éco-régime? Alors là, du coup, on part sur le principe que 100% de l'exploitation est en conversion. Donc si l'exploitation est en C1 ou C2, elle ne pourra pas accéder au niveau 3 de l'éco-régime via la voie certification. Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait au minimum avoir une parcelle qui soit en agriculture biologique. Donc, et qui soit en agriculture biologique et qui ne bénéficie pas de l'aide à la conversion en agriculture biologique. L'aide à la conversion, pour rappel, c'est 5 ans. Donc du coup, il faut tomber au moment. Mais ça veut dire que vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, si 2023 ça tombe mal, du coup ça sera peut-être possible en 2024. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés donc au bout des questions listées par Maud et Karine et celles que vous nous aviez envoyées. Donc je vous propose de poursuivre avec les questions en direct. Alors merci de bien attendre par contre que vous ayez le micro pour poser les questions pour que tout le monde entende la question. En espérant qu'il y ait des questions, sinon on en a d'autres. Je vais démarrer par une précision d'une question sur le dernier point. La conversion, c'est bien en 3 ans. Oui. Par contre, les aides du 2e pilier durent 5 ans. Et en fait, le problème, c'est que l'Europe a refusé à ce qu'on puisse cumuler des aides du 1er et du 2e pilier pour la même chose. Donc, une conversion à l'agriculture biologique. Comme on touche pendant 5 ans des aides sur le 2e pilier, c'est interdit d'y toucher dans le cadre de l'éco-régime dans le 1er pilier. Par contre, une fois qu'on est converti au bout des 5 ans, on n'a plus d'aide du 2e pilier. À ce moment-là, on peut avoir accès à ces aides du 1er pilier. C'est ça la raison. Ok.
Alors moi, pardon, ça marche. J'ai cru voir ma question parce que j'avais envoyé une question, mais j'ai pas bien compris la réponse, donc je m'excuse, mais je vais vous faire répéter. Ma question était la suivante. Je choisis de faire 10% de jachère pour avoir le maximum de points dans le cadre de l'éco-régime par la voie des IAE. Est-ce que je dois réellement faire les 10% de jachère ou est-ce que je peux m'affranchir des 4% qui bénéficient de la dérogation Ukraine? Non? Il faut tout faire. Il faut réellement faire les 10% de jachère? Oui. D'accord, bon, bah, c'est bon, j'ai la réponse. Parce que du coup, vous devez déclarer la culture qui est présente, en fait. Vous devez utiliser le code culture présent, et c'est uniquement ce code culture-là. Parce que c'était bien marqué quand même, quand on choisit la voie des IAE, 10% de jachère, c'est marqué, dont 4% sur les terres arables. Sur les terres arables. Oui. Mais là-dessus, il n'y a pas de dérogation qui s'applique. Ah d'accord. Ok, merci. En fait, pour s'affranchir de la jachère, soit on est dans le cadre de l'éco-régime diversité d'assolement et on a ces points autrement que par la jachère. À ce moment-là, on n'a pas besoin de jachère vraiment pour 2023 avec la dérogation Ukraine. Soit on est dans un système de certification environnementale où, pareil, la jachère n'est pas obligatoire. Mais dans les autres cas, il y a la contrainte. Une question au fond, 2, 3. Si un éleveur contractualise une production de légumineuses avec des voisins céréaliers, jusqu'à présent, il pouvait y avoir qu'un agriculteur céréalier qui pouvait toucher la prime légumineuse. Est-ce que avec la nouvelle PAC, il peut y avoir plusieurs contrats et chacun bénéficie de la prime légumineuse? A priori, non. On reste sur la même réglementation connue actuellement. Là, monsieur. Oui, je reviens sur les jachères. Bon, là, on a la dérogation Ukraine, on a bien compris. Donc, pour l'année qui va suivre, qu'est-ce qu'on sème sur les jachères? Est-ce qu'on sème quelque chose? C'est des repousses spontanées, c'est deux cultures différentes. Et ma deuxième question est celle-ci. Est-ce que les jachères, ce seront toujours les mêmes parcelles jusqu'en 2027 ou est-ce qu'on va pouvoir les faire tourner sur l'exploitation, une rotation? Voilà. J'y vais. Du coup, pour votre première question, qu'est-ce que vous pouvez faire sur vos jachères? Alors, soit vous les laissez en place telles qu'elles sont, voilà, tout simplement, ou soit après, vous pouvez mettre en culture tout sauf du maïs et du soja. C'est ce qu'on vous a précisé. Ouais. Non, la vraie jachère. La vraie jachère. Bah, la vraie jachère, du coup, vous pouvez la laisser en place, en fait, enfin, en respectant... En repousse spontanée? Bah... Non. Enfin... Faut semer. Mais... Elle n'est pas présente. Ah, elle est pas... Pardon, excusez-moi. Oui, du coup, il faut qu'elle soit présente. Si c'est une jachère classique, à partir du 1er mars jusqu'au 31 août. Et si c'est une jachère mellifère, entre le 15 avril et le 15 octobre. Et ça, par contre, vous avez une liste précise des espèces pour les jachères classiques et pour les jachères mellifères. Ah oui, d'accord. Ouais, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Mais donc, elle doit être levée. Elle doit être levée au 1er mars. Donc, ce qui sous-entend qu'elle soit implantée à l'automne. Et donc après, on pourra les faire tourner sur l'exploitation ou elles seront fixes? Oui, vous pouvez créer une rotation, oui, tout à fait, sur vos parcelles, oui. Moi, c'est un autre sujet, c'est pour les retraites. Je suis retraité de la fonction publique, j'exploite 10 hectares. Est-ce que je continue à toucher la PAC ou pas? Parce qu'il devait y avoir quelque chose à un moment, et je n'ai pas pu trouver dans le système. Pour une personne physique âgée, donc pour être agriculteur actif pour une personne physique, donc c'est avoir moins de 67 ans, ou si on a plus de 67 ans, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite. Ah, donc c'est bon, et alors, être assuré à la Texa. Donc c'est-à-dire, oui, si... pas assuré à la Texa. Et donc dans votre cas, vous avez plus de 70 ans et vous bénéficiez d'une retraite, donc là, vous n'êtes plus agriculteur actif.
Par contre, vous, à 70 ans, mais vous ne faites valoir aucun droit à la retraite, vous restez agriculteur actif. En étant à la Texa, par contre. Mais par contre, il faut également être à la Texa, à l'accident accident du travail. D'autres questions? C'est un peu compliqué, hein, donc n'hésitez pas à poser les questions parce que elles ont été redoutablement pédagogiques, Karine et Maude, mais un peu rapides peut-être, hein, pour tout mémoriser. Donc n'hésitez pas à revenir. Vas-y. Moi, je voudrais juste revenir sur les cultures protéagineuses. J'ai vu qu'il y avait les haricots. Haricots verts, toutes ces choses-là sont incluses dedans. Est-ce qu'il y a des dates de semis? Parce que on produit parfois des haricots verts à plusieurs dates. Alors, est-ce qu'il y a un point là-dessus ou pas? Alors, pas haricots verts par contre. En fait, c'est toutes les cultures qui sont récoltées après le stade maturité laiteuse, c'est ce qu'ils appellent en fait, pour l'aide aux protéagineux. Donc, haricots verts, ça fonctionne pas, ni petits pois, etc. en fait. Mais ça rentre en fixatrice d'azote. Oui, voilà. Mais pour l'aide couplée, par contre, ça marche pas. On distingue deux choses. Ouais. La voie fixatrice d'azote pour l'éco-régime qui permet d'avoir les 2 points si on fait 5 hectares. Et donc là, c'est bien les haricots, les pois chiches, tout rentre dedans. Par contre, pour l'aide couplée, les 104 € de l'hectare, là, on a l'obligation d'arriver à un stade de maturation pour pouvoir bénéficier de l'aide. D'accord. Mais ils sont bien dans la surface des 5%. Quoi. Oui, ou 5 hectares. Ou 5 hectares, oui. Alors, merci. Cas d'école que vous allez préciser, qui est posé par un certain nombre d'agriculteurs. Je cherche à avoir les 4 points, non les 4 points le maximum. C'est 4 points dans l'éco-régime, par la 5 points, 5 points. Donc le maximum par la diversité d'assolement. J'en ai 3 par mes cultures parce que je fais des céréales d'hiver, des céréales de printemps et puis du colza de printemps. Voilà. Donc bon, j'ai mes 3 cultures. Mais je vais avoir 5 points. Est-ce que je peux faire, si j'ai 100 hectares ou plus, 5 hectares de luzerne que je broie et que je touche l'aide couplée? Donc oui. Donc on est bien sur la voie fixatrice d'azote. Donc 5 hectares suffisent pour pouvoir bénéficier des 2 points. Il n'y a pas d'obligation de valorisation derrière. Et on a 5 hectares à 100 et quelques euros d'aide couplée. En plus. Non, c'est que si on est éleveur. Oui. Ou un C'est contrat. que si on est éleveur? Ou avoir un contrat en fait. Ou avoir un contrat avec un éleveur. Avec un éleveur. Parce qu'on est sur la voie fixe, on est sur l'aide aux légumineuses fourragères. Et donc, pour en bénéficier, il faut avoir un contrat avec un éleveur qui a au moins 5 UGB. Bon, on va devenir éleveur. À 5 UGB, c'est... Alors, 5% de jachère. Oui, on a déjà 4 points. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Donc après, il faut aussi regarder en termes de points qu'est-ce qui est le plus aux optimum. Quand vous avez vos 2 points blé orge colza, certains vont dire je vais faire 5% de jachère pour aller chercher mes 2 points. En fonction de votre surface en terre arable, c'est peut-être plus intéressant de faire 5 hectares de fixatrice d'azote, de luzerne ou de trèfle, qui ne seront pas récoltés, mais qui vous éviteront de faire 5% de jachère. Ou après, vous avez la voie certification environnementale niveau 2+, qui vous permet d'éviter de faire des jachères. Voilà, en tout cas pour 2023. On peut les récolter et les donner aux éleveurs aussi qui manquent de nourriture pour les bêtes. Bien sûr. Bien sûr, c'est ça la complexité, c'est qu'en fait, toutes les situations vont être vraiment individuelles. Si vous avez un éleveur à côté de chez vous, il faut surtout réfléchir comme ça. Si vous n'en avez aucun, transporter de la luzerne, c'est quand même pas toujours très facile, mais c'est des choses comme ça. Et ce que vous dénoncez et qu'on a dénoncé, hein, c'est qu'en fait, la manière dont ça a été construit, l'administration française a réfléchi à 2 objectifs pour arriver à être validé par Bruxelles. Démontrer qu'on va réduire la production, c'est la jachère, à tout va. Voilà, donc vous savez, farm to fork.
ou le Green Deal, je ne sais pas quel terme vous avez retenu, mais il dit qu'à terme, il faudrait réduire de 10% la production européenne. Et donc, c'est à cause de la guerre qu'il y a une dérogation à la jachère. Sinon, aujourd'hui, on serait déjà dans les 5 obligatoires, enfin, ou 4 et plus 3. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, et on le voit aussi, c'est pousser à faire de la protéine en France. Rentable ou pas rentable, mais faire de la protéine. Donc, des pois, toutes les possibilités, soja et autres. Donc là, c'est de la production pour le coup. Mais y a-t-il un marché et un prix rentable? Donc effectivement, du coup, vous avez l'autre possibilité, où je sais que beaucoup ont aussi interrogé la Chambre, qui est celui de la certification environnementale. Donc là, c'est pareil, si vous avez des questions, on peut vous répondre, parce que du coup, ça donne toute liberté de l'assolement. On peut faire l'assolement qu'on veut. Qui plus est cette année où il y a une dérogation Ukraine, où il n'y a même plus d'obligation de jachère. Et donc, dans certains cas, la question qui se pose, c'est est-ce que l'on va chercher aussi le dernier point? Donc, l'objectif, c'est d'atteindre le premier palier, obtenir les 4 points, les 54 € de l'hectare. Après, est-ce que pour 22 € de l'hectare, ça vaut le coup d'aller chercher une culture qui peut ne pas être rentable, ou lorsqu'on est dans le secteur, on a vu les maïs cette année, faire 10% de maïs non irrigué pour 22 € de l'hectare, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ce dernier point? Et donc là, chaque exploitation va avoir son schéma de réflexion pour savoir s'il rentre dans ces critères et s'il va le chercher ce dernier point. On passe à 76, c'est pour la totalité de la surface. Oui, c'est sur la SAU. 54, c'est 76 ou 54. C'est ça. C'est fixe, c'est vraiment fixé. Les montants, 54, 76, on a entendu parler 60, 80, enfin différents tri. En fait, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien du tout, puisque en fait, l'enveloppe, elle est bloquée pour l'éco-régime, et il va y avoir, donc, en fait, l'État a aucune idée, et personne d'ailleurs, y compris dans cette salle, à mon avis, sait combien de gens vont renoncer à l'éco-régime, combien vont prendre le niveau 1, combien vont prendre le niveau 2, voire le niveau agriculture biologique pour certains. Donc, en fait, personne ne sait effectivement comment va se répartir cette consommation. Et donc, il y a, je crois, 3 ans de tolérance laissée aux États membres d'erreurs. Après, il n'y en aura quasi plus. Et donc, dans cette évaluation d'erreurs, la France a dit au maximum, je ne consommerai pas plus de 60 et 80. Mais c'est le maximum. Donc, du coup, elle a signifié 60 et 80. Par contre, elle aura le droit d'être en dessous. Donc, son estimation, c'était 54 et 67. 76. Je finis par être paumé. Entre 54 et 76. Mais elle a demandé un petit peu plus pour pouvoir éventuellement varier un peu plus si jamais il y avait moins de gens qui accèdent à l'éco-régime qu'est-ce qu'elle l'imaginait. Par contre, s'il y en a plus, ça pourrait être moins. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt l'écart qui risque d'être maintenu entre les différents niveaux plutôt que le niveau lui-même. Et la base sera faite sur l'historique. Après, les DPB, on conserve les DPB comme le système actuel. On a toujours le DPB, la dotation sur les 52 premiers hectares. Et après, donc autant le paiement vert représentait 70% du montant des DPB. Donc, si on avait moins de DPB que d'hectares, on était désavantagé. Là, cet éco-régime est complètement dissocié du nombre de DPB. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut avoir au moins un DPB. Et donc, c'est bien sur la SAU de l'exploitation, l'éco-régime. Sur la surface admissible. Surface admissible, oui. Donc, pour avoir notre base... Tu sais que tu n'as pas de micro puis qu'il y a un peu de monde au-dessus de toi, Eric. Donc, pour avoir notre base historique, il faut que l'on prenne notre surface avant le verdissement, avant notre c'est les DPB. avant le verdissement. Oui, ce sont les DPB. Les DPB qui sont connus actuellement. Ah, et encore une question. Vous n'avez pas parlé de la possible hausse des DPB qui est pour l'instant annoncée, de 10 à 15 € de l'hectare? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup. On sait qu'il y a des évolutions, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Parce que... On a un commissaire qui veut que ça monte, mais pour l'instant, je reste prudent.
Donc ils disent bien que en 2023, la première étape de convergence aura pour effet de revaloriser les DPB les plus faibles, donc valeur à 70% de la moyenne. Donc cette augmentation sera financée par l'application d'un plafonnement sur les DPB les plus élevés, mais à part ça... En Eure-et-Loire, on ne sera pas vraiment concerné. Non. Donc après, les montants, on ne sait pas du tout aujourd'hui. Si vous êtes sur cet aspect-là, oui, en Eure-et-Loire, je crois qu'on ne sera pas beaucoup concerné. Il y aura peut-être des exceptions, mais à mon avis, ça sera vraiment des situations particulières. Et puis, l'augmentation des budgets est haute globale. Je pensais que c'était ça la question, mais visiblement non. Ça, je pense qu'on a un peu de temps, devant nous. Moi, je voulais savoir la différence entre le CE2 et CE2+. Ouais. Alors, Maud ou moi? Maud, non? Eh ben oui, Maud. Pas de souci, j'y vais. Du coup, en fait, le niveau 2 en fait, de la certification environnementale, donc en fait, c'est un des blocs qui est demandé pour valider la certification CE2+. En fait. CE2+, c'est les 3 exigences que je vous ai présentées tout à l'heure. En fait, c'est de valider le niveau 2. Et après, une des 2 options, donc soit valider, soit avoir 10 points sur l'une des 4 thématiques de HVE, ou prendre l'option d'utiliser 2 OAD pour la réduction des intrants et avoir un engagement dans une démarche de recyclage des déchets. Donc ça, c'est ces 2 options-là que vous pouvez choisir sur la 2e exigence. Et après, 3e exigence, du coup, de faire un suivi systématique des obligations du référentiel HVE. Et est-ce que vous savez à quoi correspond la charte d'OSI? Parce qu'on m'avait dit que c'était l'équivalent de la CE2. Je ne sais pas si c'est 2 ou si c'est 2+. Alors 2 du coup. Et après, c'est une équivalence peut-être partielle. Non, c'est total par le ministère. Du coup, oui, mais partielle, ça veut dire, est-ce que c'est le produit d'OSI qui est certifié niveau 2 ou c'est l'exploitation? Non, c'est l'exploitation. C'est l'exploitation, d'accord. Du coup, vous aurez un des 3 blocs en fait, qui vous est demandé dans le cadre de la certification 2+, en fait. Autre question? Non? Karine, tu peux peut-être nous présenter du coup l'accompagnement de la Chambre du coup dans cette PAC 2023. Donc, au niveau des accompagnements pour les abonnés Mes Parcelles, grâce à la calculette PAC, vous pouvez, en saisissant votre assolement, calculer votre nombre de points et savoir comment vous vous situez par rapport à l'éco-régime. Sinon, Maud ou moi, nous vous accompagnons dans un diagnostic individuel de votre exploitation, où on refait un petit point sur la réglementation et après, on positionne votre exploitation, notamment vis-à-vis de la BCAE 4, donc tout ce qui est bande tampon, la BCAE 7, diversité des assolements, BCAE 8, donc les infrastructures agroécologiques. Et après, on regarde au niveau des points, comment on peut optimiser ça sur votre exploitation. Donc ça, c'est la partie individuelle. On vous propose également des rendez-vous en collectif de 5 agriculteurs, où là, vous êtes accompagné par un conseiller PAC et un conseiller grande culture, où on regarde aussi par rapport à votre région, à vos types de sols, qu'est-ce qui serait le plus opportun de mettre en place comme culture pour pouvoir atteindre l'éco-régime. Alors après, je ne sais pas si le président ou Maud veulent poursuivre avec la démarche certification environnementale. Je crois qu'on m'a demandé tout à l'heure de le faire, donc je vais le faire. On a voté ça cet après-midi en session. C'est pour ça qu'on est arrivé quelques-uns un peu en retard, parce que la session a été un peu longue. Mais donc on a décidé de pouvoir vous accompagner. Si vous optez pour la certification 2, donc il y a les tarifications qui sont en dessous, je vais vous les détailler. Et si vous voulez plutôt chercher à avoir la certification HVE, c'est l'autre système. Ça veut dire, dans le premier, dans le CE2+, ça veut dire qu'on prend un forfait de 750 € pour regarder avec vous toute votre exploitation, donc ce qui a été expliqué tout à l'heure, en BCAE, tous ces points-là. Regardez en même temps l'ensemble ce que vous pouvez avoir accès dans la partie IFT, dans la partie BGA, enfin les plus que j'ai expliqué il y a 2 minutes. Voilà, on regarde l'ensemble de ces points-là et on vous aide à faire en sorte de les remplir, parce que si jamais il vous manque un élément ou un autre, on vous donne la façon de faire de façon à être en règle. Donc une fois que vous avez tous ces points-là, on vous propose une certification dite
collective, c'est-à-dire que c'est la Chambre d'agriculture qui devient l'organisme certificateur de ce niveau 2, et on vous donne la certification 2+. Donc ça, c'est 750 € la première année. La deuxième année, c'est une révision, si je peux dire, une revalidation, donc on regarde des choses, c'est seulement 225, et la troisième année, c'est pareil, 225, puisque vous avez déjà fait tout le process. Par contre, si vous souhaitez opter pour la certification HVE, c'est une certification non plus collective, mais individuelle, et là, pour le coup, on laisse les organismes certificateurs qui existent sur le marché vous faire cette certification-là. Par contre, avant de vous faire certifier, on vous donne la possibilité de faire un bilan de votre exploitation, de regarder tout ce qu'il y a de bien ou de moins bien, et tout ce on vous explique en détail, on vous aide même, de trouver tout ce qui peut permettre de donner des points, parce que c'est des permis à points, le HVE. Et donc, c'est pareil, c'est une option de 750 € qui vous permet de vous préparer à être certifié HVE par un organisme certificateur. J'ai envie de dire, une fois que vous avez fini cette partie-là, évidemment, on ne met pas la main au feu, parce qu'on ne sait jamais, mais quasiment, on est sûr que vous pouvez être certifié. Ou si vous ne passez pas ce seuil-là, vous avez peu de chances de l'être. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc, on vérifie les choses. Ensuite, un organisme certificateur, alors, je vais donner des tarifs, mais c'est la liberté du marché. Hein. Ça peut être au-dessus et en dessous de ce que je vais dire, mais si je vous donne une indication, c'est autour de 450. Donc, vous avez 2 fois, parce que sur 3 ans, il y a 2 certifications obligatoires, donc il y aura 2 fois 450 € à régler. Voilà, donc c'est sur 3 ans, ça vous fait un budget de 1600, ça fait 500 € par an, un truc comme ça. Voilà. C'est à peu près ce que ça coûte. Si vous êtes en comment ça s'appelle, en CE2, donc vous voyez, c'est moins cher. Par contre, vous allez me dire, oui, mais moi, en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas si je suis CE2+, ou si je suis HVE. Si je peux être HVE, je le suis, mais je n'ai jamais regardé, donc je ne sais pas. Donc, vous avez 2 possibilités dans ce cadre-là. Soit vous essayez de faire la certification de niveau 2+, c'est 750 €, mais on n'a pas été jusqu'au bout du détail, puisque dedans, dans le 750, vous allez dire c'est le même tarif, mais là, dans le 750, il y a la certification CE2+, à la clé. Donc, on ne va pas jusqu'au bout du calcul de tous les HVE. Donc, ça vous donne une indication. Puis après, vous prenez le risque d'aller voir un organisme certificateur à 450. Mais là, je dirais, on ne met pas la main au feu. Ou alors, on rajoute 450 € au 750. Et là, on va jusqu'au bout du HVE. Si vous avez raté le CE2+, si vous pensez que vous pouvez avoir accès au HVE, on rajoute ça. Voilà. Mais je pense que ça, c'est pas trop... Enfin, il y en a peut-être qui choisiront à ce moment-là. On pourra faire ce plan d'action HVE complet. Mais sinon, voilà, je pense que c'est les 2 aspects qu'il faut retenir si vous souhaitez pouvoir faire cette certification. Et donc, effectivement, on a décidé à la Chambre de faire une certification collective de façon à baisser les tarifs, parce que sinon, une certification individuelle, que ce soit un CE2+, ou un HVE, c'est quasiment le même tarif, entre 4 et 500 €. Voilà, donc là, en faisant une certification collective, ça permet de baisser le prix. Donc voilà un peu ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vas-y, rajoute. Et l'intérêt, du coup, c'est aussi d'éviter d'avoir un organisme certifié, enfin, d'avoir quelqu'un d'étranger sur votre exploitation. Donc, en fait, l'objectif, c'est que ce soit, par exemple, moi ou un collègue qui vienne sur votre exploitation contrôler les différents points de ce niveau 2+, plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas votre exploitation. Donc voilà, on est dans une démarche d'accompagnement sur cette structure collective, et c'est, on va dire, le mot-clé, en fait, c'est de vous proposer un accompagnement réglementaire ou un accompagnement à la certification. Et alors, précisément, je suis contrôlé combien de fois si je suis dans une démarche collective? Au minimum 1 fois. Au minimum 1 fois. Voilà. Et au maximum, peut-être 3 fois, mais voilà, il faut vraiment que ça tombe mal, quoi. Mais voilà, normalement, c'est 1 fois, et après, il y a des contrôles au hasard qui sont imposés. Donc, si vous n'avez pas de chance, c'est bon, mais c'est la racine carrée de je ne sais pas quoi. Enfin, bref, voilà. Il y a peu d'autres. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. C'était important qu'on puisse vous donner cette proposition-là, mais bien évidemment, vous pouvez choisir toute autre chose. Tout est possible. Il y a un financement l'IVA là-dessus? Monsieur le directeur.
Monsieur de la Chesserie. C'est pas de la formation, ouais. Bertrand. Je crois pas, hein. On est Ah, il sur n'a pas entendu la question. Est-ce qu'il y a un financement Vivea sur la certification? Je crois pas. Ouais, non, ça, je craignais bien que la réponse ce soit non. Par contre, pour le HVE, a été... Mais je sais pas. Non, mais le CPF, je pense pas non plus. Hein. Bertrand? Ben oui, désolé, on pose que des questions de la formation. Le CPF non plus, il ne pourra pas accéder pour la certification. Le CPF, il sert uniquement aux formations certifiantes ou qualifiantes. Donc, et là, c'est la ferme qu'on certifie, c'est encore mieux. Voilà, mais ce n'est pas une formation, la ferme. Quoique. Par contre, signaler que les parlementaires là, sont en train de voter la loi de finances. Et dans la loi de finances, ils ont proposé, donc ça a ses chances de passer, mais attention, on verra si ça passe ou pas, ils ont proposé de renouveler un crédit d'impôt pour ceux qui sont certifiés HVE. Donc c'était 2500 € je crois. Oui. Bah, tu pensais que c'était qu'une fois, mais en fait là ils sont en train de le renouveler. Donc en fait on l'aurait plusieurs fois. Donc là ça paye la certification, si je puis dire. Voilà. Pour la partie HVE, pas CE2+. Et en bio, je crois qu'il y a un crédit d'impôt encore supérieur. Voilà. Bon, bah écoutez, on a été plus rapide que prévu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est clair? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions... Ah, une dernière question. Bertrand, on va juste attendre le micro pour que tout le monde puisse entendre. Bertrand, c'est juste en face, là. Bonjour. Juste pour clarifier, les 4% de jachère, c'est une règle française ou c'est vraiment européen? C'est tous les pays d'Europe? C'est européen. Ah, c'est européen, ouais. D'accord. Et la dérogation, elle est aussi européenne. Par contre, les éco-régimes, c'est franco-français. Et donc, les BCAE, c'est européen. Les éco-régimes, c'est les États membres. D'accord ? Il y a une obligation de 25% d'éco-régime, mais après la méthode de fabriquer les éco-régimes, chaque État a liberté, et la liberté a été prise pour chacun. Pour vous donner un exemple, parce que c'est difficile de dire qu'on est satisfait quand on voit tout le bazar que c'est, forcément, on n'est pas satisfait quand on voit le bazar, mais je vais vous donner juste un exemple. Comment dire ? L'assolement... Il y a un bon nombre d'entre nous qui ne vont pas changer leur assolement pour avoir accès au point de l'éco-régime, y compris le maximum. Voilà. Il y en a, ça va être compliqué, mais il y en a d'autres, ça va être assez simple. Il y en a d'autres qui sont déjà certifiés d'un niveau ou un autre, donc ils ne vont pas avoir de coûts supplémentaires pour avoir accès à l'éco-régime. En Allemagne, ils ont appliqué le même système que les MAE, c'est-à-dire il faut démontrer des charges supplémentaires pour avoir la compensation de l'éco-régime. Donc, en fait, ça équivaut à réduire les DPB pour les pays qui ont choisi cette méthode-là. Et ça, on n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est vrai que c'est un travail qu'on a conduit fortement, le ministère également, pour faire en sorte que l'éco-régime oriente, parce que c'était l'obligation de l'Europe, les choses qu'on a dénoncées il y a 10 minutes, mais en fait, ça peut s'appliquer à des exploitations qui ne vont pas avoir de charges supplémentaires parce qu'ils le font déjà. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui ont dit, pour avoir accès à l'éco-régime, il faut démontrer qu'il y a une charge supplémentaire avant. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche. Et pourtant, ça s'appelle un éco-régime. Voilà. Donc, juste pour expliquer la différence entre les États membres. Mais les BCAE, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, précisions? L'administration était présente, on n'a pas dit de bêtises, c'est bon? C'est bon? Bon, bah, très bien. Élodie, on n'est pas surpris que Maud et Karine n'aient pas dit de bêtises. Oui. Voilà, elles sont pros. Merci beaucoup d'ailleurs Maud et Karine pour votre implication dans ce dossier et pour toutes les réponses que vous nous avez données. Je redonne peut-être la parole du coup à Éric Thirouin pour conclure la soirée. Qui a encore quelque chose à redire.
Et sinon, donc rendez-vous le 5 décembre pour les prochaines universités du soir. Et à la fin de cette université du soir, il y a un petit verre qui est offert dans le hall. Eric, je te laisse la parole. Oui, merci Elodie, mais je pense que j'ai suffisamment parlé. Je pense qu'on a à peu près tout dit, y compris les commentaires sur l'aspect européen et la démarche de faire. Voilà, moi je vous encourage à regarder précisément les choses dès maintenant, parce qu'effectivement au mois de mai, si vous avez choisi les assolements, il sera trop tard. Si vous voulez vous rabattre sur une autre forme d'éco-régime, au mois de mai, il sera aussi trop tard, parce que tout ça, c'est des délais. Et donc, moi, je vous encourage vraiment rapidement à y regarder, à mettre les mains dans le cambouis là-dedans, avec tous les moyens que vous avez à votre disposition. Et évidemment, la Chambre l'est aussi. Je voulais aussi vous alerter sur un point qui est hors sujet, qui ne parle pas de la PAC. Mais moi, ça m'angoisse, donc je préfère vous en parler. C'est le certifito. Le certifito, on a des réglementations qui s'appellent le Conseil stratégique phytosanitaire, CSP. Et donc, il y a l'obligation de faire un conseil stratégique minimum avant le prochain certifito, ou 2 conseils stratégiques si le certifito est renouvelé, je crois, en 2026. Et sinon, il faut au moins en faire un avant 2024. Sauf que si vous le faites trop tôt, c'est pas bon. Si vous le faites trop tard, c'est pas bon. Et en fait, vous n'en savez rien dans quel cas vous êtes. Donc, j'ai demandé au service de la Chambre d'agriculture de faire une petite calculette où vous allez rentrer la date à laquelle votre certifito n'est plus valable et va vous dire dans quel créneau vous devez avoir un conseil stratégique phytosanitaire. Simplement, nous n'avons pas accès à ce jour à la date de vos certifitos et nous n'avons pas forcément toutes vos adresses mail. Donc on ne peut pas venir vous proposer, venir vous dire attention, la date c'est telle date et telle date. Donc on a demandé à l'administration et au ministère de vous avertir, de vous mettre une alerte ou de nous transmettre les choses pour qu'on puisse vous mettre une alerte. Parce que l'inquiétude, elle est... Vous, peut-être ce soir, vous allez être avertis, mais il y en a un paquet qui sont complètement hors sujet sur cette thématique-là. Et le jour où la coopérative va leur dire désolé, je ne peux plus te vendre de phyto, tu n'as plus de certifito, il y aura un délai extrêmement long. Donc, surtout, soyez attentifs à ça, regardez les choses. J'espère que dans quelques semaines, on pourra mettre sur le site internet de la Chambre la petite calculette pour que vous puissiez vous-même le savoir. Et à ce moment-là, faites la démarche, parce que ça va être quand même important. Mais si vous êtes... Non, là, je suis gonflé, mais je suis obligé de le dire, je n'ai pas le choix. Si vous êtes certifié HVE, vous n'avez pas l'obligation de faire les CSP. OK ? Voilà. Ça fait partie des choses où, effectivement, c'est de la paperasse, la certification, mais non d'une pipe. Derrière, ce n'est pas de jachère, c'est de la reconnaissance. Et en fait, il y a aussi un certain nombre d'avantages qui font faire des économies. Voilà. Donc, je referme la parenthèse, mais sachez que, voilà, qu'il y a tout ça sur la table pour essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop compliqué, cette prochaine réforme de la PAC. Et sachez que moi, je tiens à féliciter Elodie pour ton animation. Et je sais qu'il y aura d'autres universités pour permettre de nous aider au quotidien. Voilà, merci à vous tous.